Une profession bien, j'invite maintenant le professeur Frédéric Louis, matriculaire dans la catégorie. On va présenter les lauréats suivants. Il est Adrien Guénigo, qui va recevoir le prix Paul et Philippe Martin. Philippe et Philippe Martin, au candidat lauréat Adrien Guénigo. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, chers collègues, chers lauréats, Mesdames, Messieurs, le prix Paul et Philippe Martin est créé à la mémoire du professeur Paul Martin et de son fils Philippe. Il est destiné à couronner des travaux particulièrement brillants en neurochirurgie clinico-expérimentale ou en neuroradiologie interventionnelle. Le professeur Paul Martin est, je pense qu'on peut le dire, le père de la neurochirurgie belge, père des hôpitaux, des services de neurochirurgie dans les cliniques Saint-Pierre et Hôpital Bruckmann, qui est président de cette compagnie. Les membres du jury, à savoir le professeur Laurence Gaulle, le professeur Jacques Brocchi, le professeur Éric Salmon et moi-même, nous sommes réunis le 18 avril dernier et nous avons souhaité récompenser le mémoire déposé par le docteur Adrien Guénigo, neuroradiologue à l'Université de Bruxelles. Ce prix récompense les travaux originaux du candidat dans le domaine de l'accident vasculaire cérébral, AVC, de ses complications et de leur traitement. Le docteur Adrien Guénigo est français, il est né le 17 mai 1990 à Toulouse et il a obtenu le diplôme de docteur en médecine à l'Université de Toulouse en 2014, se classant ensuite très brillamment au concours de l'internat ou examen classant national. Il se spécialise ensuite en radiologie aux hôpitaux, au sein des hôpitaux universitaires de Toulouse et il obtient le diplôme de médecin spécialiste en imagerie médicale, diagnostique et interventionnelle en 2019. Il poursuit depuis lors sa spécialisation et exerce une activité clinique en neuroradiologie interventionnelle à l'Université libre de Bruxelles, tout en menant un brillant parcours doctoral au sein du laboratoire de neurologie expérimentale de l'ULB. Le dossier de candidature comportait de nombreux travaux et publications dont on retiendra plusieurs études rétrospectives portant sur les facteurs pronostiques et les approches techniques de la thrombectomie mécanique de petits caillots distaux observés dans certaines formes d'AVC. La candidature repose également sur deux protocoles prospectifs conduits par le docteur Guénigo, l'un observationnel, l'autre randomisé étudiant la perfusion cérébrale après rupture d'anévrisme, comparant l'approche médicale et des approches percutanées mécaniques dans le traitement du vasospasme. Le caractère original, novateur et porteur d'espoir des recherches du docteur Guénigo a été souligné, puisqu'elles explorent les approches thérapeutiques du vasospasme, ce vasospasme qui est une complication majeure lors de la prise en charge des ruptures d'anévrisme, en raison de l'imprédictibilité de sa survenue, de la souffrance cérébrale dévastatrice et irréversible qu'il induit chez le patient et des limites thérapeutiques actuelles. Cette originalité des travaux présentés et la qualité du curriculum du candidat ont convaincu le jury, unanimement favorable à l'attribution du prix Paul et Philippe Martin 2023 au docteur Adrien Guénigo pour ses travaux de recherche en neuroradiologie interventionnelle. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous remercie pour ce privilège, cette invitation et le prix que vous m'accordez. Docteur Frédéric Lecouvet, merci pour cette belle introduction. Et je tiens déjà aussi à remercier directement le professeur Boris Lubitsch, qui est chef du service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Erasme, promoteur de ce travail de thèse et qui m'accorde toute sa confiance pour tout ce travail que nous faisons ensemble. Donc je vais brièvement vous présenter le travail, remettre un petit peu dans le contexte qu'est-ce que l'anévrisme, le vasospasme, ce que nous cherchons à étudier. Donc l'anévrisme, beaucoup de gens en ont entendu parler, que vous soyez ou pas touché dans votre famille, dans vos proches. En fait, un anévrisme, c'est une faiblesse de la paroi d'un vaisseau qui peut arriver partout dans le corps. Nous nous intéressons principalement aux anévrismes intracrâniens, car en cas de rupture,
Ce sont des anévrismes qui peuvent poser des problèmes graves pour la santé des patients. C'est en fait donc une déhiscence, une faiblesse de la paroi qui va entraîner une déformation, un grossissement de cette paroi, qui est donc plus à risque de se rompre et donc de saigner potentiellement. Il y a plusieurs formes d'anévrisme, la plus fréquente, et c'est ce que vous voyez ici, avec une forme comme une hernie sur un pneu de vélo. C'est une forme saculaire, qu'on appelle ça. C'est une pathologie relativement fréquente, qui touche 2 à 3% de la population, toute la population générale dans nos pays. Alors, vous me demandez pourquoi est-ce qu'on ne les dépiste pas ou on ne les traite pas tous? Parce que fort heureusement, tous ne se rompent pas, et donc plus de 80% de ces anévrismes ne saigneront jamais, donc les personnes vivront toute leur vie sans savoir qu'ils ont un anévrisme et pourront décéder d'une cause totalement autre. Et donc c'est pour ça qu'actuellement il n'y a pas de traitement ou de dépistage systématique de cette pathologie. Alors malheureusement, il y en a évidemment aussi qui vont se rompre avec donc le taux de rupture annuel qui est entre 8 et 10 pour 100 000 personnes par an. Donc c'est des taux qui sont quand même relativement peu fréquents, heureusement. Cependant, évidemment, si jamais il y a une rupture de cet anévrisme, étant donné que c'est à l'intérieur de la boîte crânienne avec du cerveau autour, il peut y avoir des conséquences dramatiques et très graves. Donc, en cas de rupture d'un anévrisme intracrânien, le taux de mortalité est de base très élevé, avec à peu près la moitié des gens qui vont en décéder, la moitié immédiatement et donc qui n'arriveront jamais à l'hôpital, ou la moitié qui peuvent décéder plus tard des suites de complications ou dans la première année après le traitement d'autres complications générales. Les survivants, encore une fois, et heureusement certains survivent, mais ceux qui survivent vont potentiellement avoir des séquelles lourdes de type ne plus bouger un bras, ne plus bouger une jambe, ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir s'exprimer, et donc ce sont des séquelles très lourdes. L'anévrisme, en cas, s'il n'est pas rompu, il n'y a aucun symptôme, donc les gens ne savent pas qu'ils ont un anévrisme, sauf s'ils passent une imagerie cérébrale pour un autre motif. Et la rupture est un processus qui est vraiment très rapide, ça dure une seconde, quelques secondes, le sang sort autour du cerveau ou dans le cerveau, et l'anévrisme ne saigne plus. Le patient, s'il survit, donc, est adressé à l'hôpital pour la prise en charge. Dans cette prise en charge, l'intérêt, ça va être de traiter l'anévrisme, donc le boucher, pour éviter qu'il ressaigne et donc le sécuriser par deux moyens. Soit les neurochirurgiens peuvent ouvrir le crâne et le clipper, c'est-à-dire mettre une petite pince à son entrée, le sang ne passera plus, l'anévrisme sera guéri. Ou la deuxième technique, on va dire, en termes chronologiques, qui a été développée, donc la technique endovasculaire, et on va passer par l'intérieur des vaisseaux, par les artères, monter des tuyaux jusque dans les artères du cou, puis les artères qui sont autour du cerveau pour aller mettre des dispositifs à l'intérieur qui vont le boucher par l'intérieur et donc le guérir et éviter qu'il ressaigne. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on est toujours très fiers de nous et très, très heureux. Malheureusement, il y a d'autres complications qui peuvent arriver. Le patient, une fois qu'il a été traité, même s'il va bien, dans un deuxième temps, il y a d'autres phénomènes donc on va appeler l'ischémie cérébrale retardée et donc notamment le vasospasme qui fait partie de cette physiopathologie, qui est vraiment juste un des acteurs, on va dire, de cette ischémie. En fait, les artères vont, à cause de l'inflammation qui se crée à cause du saignement, les artères vont se rétrécir, et si elles se rétrécissent trop, le sang ne pourra plus arriver au cerveau qui, lui, était sain jusqu'à présent, et donc malheureusement, créer un AVC ischémique, donc sauf d'un AVC hémorragique, pour malheureusement parfois avoir des AVC ischémiques par la suite, et créer donc des séquelles neurologiques lourdes. Donc le but, c'est essayer de prendre en charge ce vasospasme et cette ischémie cérébrale retardée. Donc le vasospasme, donc les sténoses, les rétrécissements, c'est très fréquent. Plus de la moitié des gens qui ont une rupture d'anévrisme vont avoir un rétrécissement de leur vaisseau. Heureusement, tous ne vont pas avoir des conséquences graves, mais malheureusement, nous, on essaie actuellement de prévenir ce rétrécissement des vaisseaux avec des médicaments. En cas d'échec de la prévention, on peut réaliser un traitement curatif. Donc il y a des médicaments, nos collègues des soins intensifs mettent en place diverses mesures pour essayer de réouvrir les vaisseaux par des médicaments qui passent par des veines. Si tout cela ne fonctionne pas, on peut être amené à traiter à nouveau le patient donc en endovasculaire, c'est-à-dire au bloc opératoire, en allant directement par l'intérieur des vaisseaux, soit mettre des médicaments directement dans les artères qui sont rétrécies pour essayer qu'elles se dilatent à nouveau et que le sang puisse passer, ou alors mécaniquement, en allant mettre des petits ballons qui sont prévus pour ça à l'intérieur des vaisseaux pour les réouvrir. Malheureusement, dans la littérature actuelle, il n'y a pas de recommandation sur quel traitement utiliser, parce que très peu d'études ont été faites de manière prospective sur la comparaison des traitements, leur efficacité. Et donc,
notre intérêt là est vraiment d'évaluer ça. Donc très rapidement, vous voyez ici en haut à gauche une image de cerveau avec en blanc du sang. Donc le patient a du sang autour du cerveau et dans le cerveau. On voit ici un anévrisme. Ensuite, ça c'est une image d'artériographie où avec des artères normales et sur le... Ouais, mince. Avec en bas à gauche donc un anévrisme qu'on voit ici en 3D, avec une artère, donc un tuyau, qui va se diviser dans d'autres petits tuyaux, et une poche borgne, qui est donc la poche où le sang est sorti des artères. Donc l'intérêt, c'est de le traiter. Nous avons mis des coils ici, donc par l'intérieur on passe des petits tuyaux, on vient mettre des dispositifs à l'intérieur, on le bouge par l'intérieur, et donc il est sécurisé, il n'est plus à risque de ressaigner. Donc malheureusement, c'est l'histoire que je vous ai racontée auparavant. Une semaine après, le patient qui allait mieux se dégrade à nouveau et donc ne peut plus bouger son côté gauche, ne peut plus parler, et donc un scanner cérébral est fait. Vous voyez ici des coupes donc, de perfusion cérébrale où on voit du côté gauche du cerveau une perfusion qui est normale, du côté droit en rouge. C'est des images qui veulent dire que le sang met beaucoup trop de temps à passer et donc il est ralenti. Le cerveau droit et donc il faut perfuser, ce qui explique les symptômes du côté gauche du patient. Donc cela, malgré tous les traitements médicamenteux, donc il est pris dans notre bloc opératoire pour faire un traitement endovasculaire. Et donc on voit ici des artères à nouveau normales avec un rétrécissement, donc le spasme de cette artère. Après injection de médicaments dans les artères directement, il y a une amélioration mais pas complète. Et donc on va être amené à mettre un ballon à l'intérieur de l'artère, dilater le ballon, puis le retirer pour récupérer un calibre complet et permettre au sang de passer complètement à nouveau de manière normale. Donc vous voyez, avant, après, le rétrécissement qui est complètement traité. Donc toutes ces complications graves qui arrivent après une rupture d'anévrisme et qui sont malheureusement encore mal comprises, mal traitées et pas sans trop de guidelines, nous ont amené donc à mettre en place des protocoles, un prospectif observationnel pour évaluer notre pratique à l'hôpital Erasme, sous la direction du professeur Lubitsch, pour évaluer la perfusion cérébrale dans cette pathologie, et le second, pour comparer les deux traitements qui sont actuellement acceptés, le traitement chimique avec injection de médicaments dans les artères, ou le traitement mécanique avec dilatation de ces artères par ballon, pour essayer d'avoir une meilleure prise en charge dans le futur et d'essayer de produire des directives plus précises sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas en première intention. Est-ce qu'il faut aller vers un traitement médical pur dans les artères, ou est-ce qu'il faut être plus agressif et donc prendre un peu plus de risques mais avoir un meilleur résultat en dilatant ces artères par l'intérieur, ce qui n'est pas actuellement réalisé comme comparaison. Donc ces deux protocoles ont été soumis et donc nous sommes en train d'inclure des patients normalement jusqu'à début 2024. Donc actuellement, pas mal de patients ont déjà été inclus avec actuellement plus d'une trentaine d'anévrismes rompus qui ont pu être inclus dans cette étude de manière observationnelle et interventionnelle, sachant qu'il est bien plus difficile de recruter des patients dans le bras interventionnel, car il faut déjà que les patients acceptent, leur famille accepte évidemment, comme dans l'observationnel, et il faut que les patients soient éligibles avec pas beaucoup de critères que nous avons pour vraiment essayer de traiter une population très ciblée. Mais vous voyez que les résultats actuels montrent une amélioration qui paraît meilleure dans le bras mécanique, donc avec une angioplastie des vaisseaux, donc une dilatation par l'intérieur que dans le bras chimique, mais qui est encore initiale. Donc là, un deuxième exemple, très rapidement, où vous voyez donc du côté droit une hypoperfusion, donc plus de rouge que de bleu du côté gauche, liée à ce spasme de l'artère, avec un rétrécissement ici, vous voyez un calibre normal ici et un rétrécissement de ces artères, et une injection intra-artérielle de nimodipine, donc un médicament qui vasodilate les artères, qui permet d'améliorer nettement la perfusion et le calibre des vaisseaux après, mais vous voyez avec une récupération qui n'est pas complète d'une perfusion cérébrale normale. Donc les buts évidemment de ces protocoles, c'est d'améliorer le protocole d'imagerie et de suivi de ces patients, évaluer nos différents traitements endovasculaires qui sont actuellement pas très bien évalués et dont la pratique repose sur des preuves plus cliniques vraiment plus empiriques que scientifiques, et essayer donc d'éviter potentiellement des complications et des aggravations de ces patients qu'on traite à la phase aiguë d'un anévrisme rompu, essayer de prévenir mieux et de traiter mieux les complications de la rupture d'anévrisme quand elles arrivent, pour aussi essayer de, si on voit certains patients qui ne répondent pas bien au traitement, dans le futur de ne pas les traiter
au bloc opératoire, car on prend évidemment des risques en les traitant, et donc l'intérêt est aussi de mieux sélectionner les patients que nous traiterons dans le futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.